La révolution du jeu participatif ou du social game, comme on l'appelle en anglais, ça a été vraiment d'atteindre un nouveau public. Le problème du jeu a toujours été qu'on vend le même produit aux mêmes utilisateurs qui représentent une petite minorité des gens dans chaque pays. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne sont pas intéressés par le jeu. Alors le jeu participatif, ce qui est intéressant, c'est que ça a changé le côté utilitaire du jeu et on a déplacé le centre d'intérêt du jeu lui-même vers le groupe d'amis avec lequel on participe. Alors c'est un retour un peu aux sources. Dans le jeu de société, par exemple, on ne joue pas, on ne valorise pas la partie de Monopoly, principalement parce qu'on joue à la partie de Monopoly, mais surtout parce que c'est une excuse de réunir la famille, les amis, autour d'un verre et de jouer au Monopoly. Alors le jeu participatif, c'est exactement ça, c'est recréer une expérience sociale avec ses amis autour d'un jeu, et la valorisation par les joueurs se fait alors grâce à ce cercle d'amis, ce qui permet d'étendre le concept du jeu à un public énormément plus large que le public très restreint des expériences solitaires. Donc, en d'autres termes, au lieu de parler d'émotions solitaires, on parle d'émotions relationnelles. Et là, tout d'un coup, beaucoup plus de gens sont intéressés parce qu'ils disent « Ah, c'est pas simplement tourner en rond avec une voiture autour d'un circuit, mais c'est gérer un restaurant avec mes amis, aller leur rendre visite, faire des commentaires sur leur menu. » Et ça attire un nouveau public. Et ça a vraiment été la révolution du jeu participatif. Alors, l'entreprise est en mutation très profonde. Et chez Playfish, nous avons été les pionniers d'un nouveau mode d'entreprise qu'on appelle la start-up globale, et qui est basé sur une révolution technologique, qui est le fait que les moyens de communication à travers le monde se sont démocratisés à l'extrême. Et donc, le modèle traditionnel de communication d'entreprise, c'est un modèle qui commence localement, et puis régionalement, et puis internationalement avec l'ouverture de nouveaux bureaux. Tout ça basé sur une infrastructure de communication propre. Aujourd'hui, il y a des moyens de communication pas chers, comme le email, comme Skype, comme les plateformes de travail partagé, et l'ouverture, la location de bureaux, le prix des tables Ikea, des écrans Dell, enfin, tout ce genre d'infrastructure s'est démocratisé et qui fait qu'on peut être global en étant une jeune entreprise. Et chez Playfish, par exemple, on a ouvert des bureaux simultanément à Londres, à San Francisco et à Pékin, de façon à pouvoir recruter des collaborateurs, les meilleurs qu'ils soient, où qu'ils se trouvent. Et le coût pour nous de recruter l'une personne ou l'autre est le même, et la facilité que ces équipes ont à collaborer à travers le monde est quelque chose de tout à fait révolutionnaire qui n'existait pas avant. Et donc, au lieu de parler d'équipes locales, on parle plutôt d'équipes par projet, même si ces équipes sont tout à fait virtuelles et n'emploient nos bureaux finalement que pour communiquer avec différents membres, différents collaborateurs à travers. La vision classique du savoir, c'est qu'il est détenu par les savants. Et en entreprise, ce sont les chefs de projet, les génies créatifs et d'autres personnes. Aujourd'hui, le savoir est distribué, il est accessible à tous grâce à Internet, grâce au mode de dissémination du savoir, et donc il est présomptueux pour une entreprise de se dire qu'on est détenteur du savoir. Alors le modèle qui permet d'aller chercher le savoir qui est maintenant distribué chez tous, c'est un modèle itératif. Par exemple, si on veut lancer une voiture, avant on aurait dit voilà la voiture X qui va être vendue au marché Y, et cette voiture X répond le mieux au marché Y. Alors qui sommes-nous aujourd'hui pour dire ça? Aujourd'hui, on commence avec plusieurs possibilités de produits qu'on teste ensuite avec les marchés, avec une infrastructure de mesure de performance des différentes hypothèses, et le marché ensuite nous plébiscite l'une ou l'autre de ces différentes moutures, et c'est celle-là qu'on développe. Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle itératif. Alors la base de ce modèle, c'est l'erreur. Il faut avoir une prise de risque qui est plus forte, et il faut avoir une attitude face à l'erreur qui est une attitude d'apprentissage plutôt qu'une attitude de peur et de rétraction. Alors en faisant des erreurs, en remarquant que la voiture jaune fonctionne moins bien que la voiture rouge, même si on pensait qu'elle fonctionnerait mieux, on a fait une erreur, mais quelque part on a découvert que la voiture de couleur X était plus plébiscitée par le public. Et donc on peut arriver en prenant plus de risques au niveau personnel et au niveau produit, on peut dérisquifier la proposition de l'entreprise elle-même, qui finalement, par ce modèle itératif, fait moins d'erreurs et développe des produits qui s'inscrivent dans la durée. Nos jeux chez Playfish fonctionnent exactement comme ça. Chaque semaine, voire chaque jour, les jeux sont améliorés, sont modifiés, pas toujours pour tout le monde, mais parfois pour certains groupes, de façon tout à fait aléatoire. Et on remarque que certains groupes appuient plus sur le bouton rose et d'autres sur le bouton bleu. Et donc on peaufine la nature du jeu basée sur ce que le public a vraiment envie. Et ça, ce sont des modèles de développement qui utilisent la nature distribuée de la connaissance et du savoir, de la demande,
et qui permet de faire des offres bien plus adaptées à un public très très large, ce qu'on appelle le long tail. L'éducation est en crise pour le moment, ça c'est une chose certaine, elle se cherche, c'est une institution multicentenaire, mais qui pour le moment doit répondre à des changements très importants. Et le prototype d'éducation du futur, à mon avis, passe par la séparation de l'apprentissage passif et l'apprentissage actif. Réunir des étudiants dans un auditoire ou dans une salle de classe pour leur faire copier ce qu'un maître ou qu'un professeur écrit au tableau relève de l'apprentissage passif. Et cet apprentissage passif, il peut être fait de manière bien plus efficace et bien plus motivante en employant des techniques digitales. Donc on passe du physique au digital, par exemple en regardant des vidéos de plateformes comme TED ou des vidéos filmées par les professeurs comme le font certains professeurs à l'université de Stanford. Ça, c'est l'utilisation de l'apprentissage passif. Ensuite, la salle de classe reste un atout majeur du système d'enseignement s'il est employé pour l'apprentissage actif, c'est-à-dire qu'il est employé pour l'approfondissement des connaissances sur lesquelles les élèves ont des problèmes dans l'apprentissage passif. Par exemple, à Stanford, entre chaque petite vidéo de cours d'informatique, il y a des petits exercices interactifs. Le professeur reçoit en live les statistiques des étudiants sur ces exercices et passe l'heure de cours à revoir les points qui ont été moins bien compris par les étudiants. Ça, c'est de l'apprentissage actif. Deuxièmement, qu'on appelle le coaching, si on veut. Deuxièmement, il y a l'inspiration. Une des grandes raisons d'être de l'éducation, c'est d'inspirer les jeunes diplômés, ou futurs diplômés, dans la discipline. Et en faisant venir des orateurs passionnés, en établissant des liens avec l'industrie, des chefs d'entreprise, des chercheurs, des projets parfois même perpendiculaires, on arrive à motiver les étudiants, comme certaines plateformes de partage de connaissances le font tellement bien sur Internet, telle la plateforme TED. Et le dernier aspect de l'apprentissage actif, c'est l'apprentissage entre élèves, le networking. Alors, c'est employé dans certaines business schools, ce n'est pas du tout employé dans d'autres environnements, mais les élèves vont tellement apprendre l'un de l'autre, des différentes cultures, des différents modes de réflexion, et souvent arrivent eux-mêmes à découvrir les règles de la discipline dans laquelle ils sont. Par exemple, au lieu de passer 1 heure à apprendre des cours de physique ou de mécanique des structures pour construire un pont, on peut donner un paquet de cartons et de ficelles à des étudiants et leur faire construire un pont réel entre 2 bâtiments. Ça, c'est de l'apprentissage actif et je pense que ce sont des méthodes différentes, mais qui permettent à l'éducation d'évoluer et d'être plus en phase avec les demandes de la réalité, du monde professionnel réel.